Europe 1 matin, 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Ils s'appellent Erwin, Gisèle, Walter, Christiane. Ils ont près de 70 ans aujourd'hui. Ces Français, et ça paraît complètement fou, sont nés dans une maternité SS, un Lebensborn, un projet nazi terrifiant. L'idée, c'était de créer une race supérieure, blonde, aux yeux bleus, une élite du Troisième Reich. Ces enfants parfaits, si on peut dire, il y en a eu 20 000 en Europe. Et ils se dévoilent pour la première fois, ils racontent leur histoire, ils lèvent aujourd'hui le voile sur une partie peu glorieuse, il faut bien le dire, de l'histoire de France, dans un livre absolument passionnant et incroyable, Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits, c'est chez Flammarion. L'auteur, le journaliste Boris Thiollet, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est chez Flammarion. Donc également avec nous, Fabrice Virgili, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et auteur, vous, d'un livre qui s'appelle Naître ennemi. Les enfants de couples franco-allemands nés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est chez Payot. Une histoire vraie, tragique, maintenant sur Europe 1. Boris Thiollet, que signifie Lebensborn ? C'est le titre de votre bouquin. Alors, Lebensborn, en fait, c'est un mot tiré du vieil allemand qui veut dire fontaine de vie. Lebens, vie, born, fontaine. Et donc, ce terme désigne un projet mis en place par le régime nazi, et plus particulièrement par les SS et le grand chef Heinrich Himmler. Projet qui était de non seulement purifier la race allemande, la soi-disant race aryenne supérieure, mais même de faire en sorte de donner naissance à des générations d'enfants qu'ils désignaient comme racialement valables. Ces enfants naissaient de mères et de pères qui avaient subi des sélections raciales, donc sur des critères physiques, grand, blond, plutôt les yeux bleus, un type germanique et nordique. Et donc, des maternités spéciales ont été créées par le Troisième Reich. Comment étaient choisis ces mères qui donnaient naissance à ces enfants ? Alors, vraiment sur des critères raciaux, c'est-à-dire que l'idéal, si je mais puis dire... Je veux dire, c'est qu'il y avait une sélection qui se faisait comment ? Absolument. Dans la rue Non, c'est-à-dire que les femmes qui étaient candidates à épouser ou à être des compagnes, notamment de SS, parce que l'idéal type pour le régime était le père SS et une mère qui correspondait à des critères raciaux. Ces critères raciaux étaient déterminés lors d'examens, de réels examens, par des gens qu'on appelait les Rassenprüfer, des examinateurs de race, donc des gens qui prétendument étaient des spécialistes de la pureté raciale, et donc les couples étaient examinés, des examens anthropométriques, la taille, la forme du crâne, et tout, on veut dire, les défauts au sens nazi du terme pouvaient être éliminatoires. Des pommettes trop hautes, un système pileux, trop de poils, un aspect trop brun, des jambes arquées étaient éliminatoires. Et qui plus est, même on poussait le vice, si je puis dire, à comparer. Les SS exigeaient des photos du couple en pied, en côte à côte, pour voir si finalement l'homme et la femme pouvaient s'appareiller, étaient harmonieusement assemblés, si je puis dire, et donc pouvaient donner à des enfants qui correspondraient à ces critères. Mais ils étaient convoqués, ces couples, ou ils étaient volontaires, ou comment on les trouvait ? Alors, dès l'apparition de l'annonce du mariage, ils étaient convoqués ? En gros, il y a deux cas de figure. Lorsque les nazis créent le Lebensborn, ils ont une clientèle toute trouvée, si je puis dire. C'est qu'on sait qu'il y a environ entre 700 000 et 1 million d'avortements en Allemagne. Et aux yeux des nazis, l'avortement est un crime absolu, puisqu'on va priver la nation d'enfants qui seront potentiellement ensuite des recrues, en gros, on peut dire des guerriers au service du Troisième Reich. Donc l'idée est d'éviter les avortements. Donc vous avez d'une part des femmes célibataires qui sont enceintes potentiellement d'un SS ou en tout cas d'un militaire allemand, que l'on va inviter à venir accoucher dans ces maternités, avec un avantage extrême, c'est que l'identité du père sera gardée secrète, voire même l'identité de la mère, et donc l'identité des enfants pourra être brouillée. Ce que vous racontez dans votre livre, c'est que ça commence en 1935. C'est ça, le projet... Bien avant la guerre. Absolument. Parce que ça fait... Il faut considérer que que ce projet fait partie... En fait, je pense que ce projet, il est au cœur vraiment de l'idéologie nazie, de la supériorité raciale, de la différence entre les races. Les nazis veulent, d'une part, éliminer de la surface de la Terre les êtres
humain réputés inférieurs, donc ça va mener à l'extermination, comme on le sait malheureusement, des Juifs, des Tziganes, les massacres des populations slaves. Ça, c'est une première étape. On va rayer de la surface de la Terre les gens indésirables. Et après, on va créer la race parfaite. Et dans un deuxième temps, on va substituer une race dite Fabrice parfaite. Virgili, je rappelle que vous êtes historien. Pourquoi est-ce que ce fait est si méconnu ? Il est méconnu, c'est-à-dire que ça fait déjà un moment que du grand les public, gens qui connaissent ce sujet. Parce qu'en France, ça concerne peu de monde. Voilà. Alors, je crois que c'est la grande différence. C'est-à-dire qu'au début, pour les nazis, il n'était pas prévu que la France soit intégrée dans le programme Lebensborn, parce que les nazis considéraient la population française comme abattardie, donc les femmes françaises, indignes racialement, selon leurs critères, d'avoir des relations avec des soldats allemands et encore plus avec des Waffen-SS. Alors voilà, donc 20 000 enfants vont naître. Il faut bien comprendre qu'au début, ça ne concerne que l'Allemagne. Et puis petit à petit... il y a les Lebensborn donc, qui sont créés dans plusieurs pays d'Europe du Nord. Et il y en a un qui est créé en France. Absolument. À 40 km au nord de Paris. Oui, donc une petite commune qui s'appelle La Morlaix, qui est dans la forêt de Chantilly. Un château. Qui est un endroit idyllique. C'est là où s'entraînent les pur sang français qui courent notamment à Chantilly. Donc c'est dans un château, un manoir. Combien d'enfants français vont naître Très peu en réalité, on va dire entre 20 et 25, tout simplement parce que il a été inauguré le 6 février 1934 et évidemment il a été évacué en hâte le 10 août 1944, c'est-à-dire au moment où en gros Paris est libéré. 44, donc, vous avez dit 34. 40, oui, pardon, excusez-moi, 44. entre février 44 et le 10 août 44, donc il va exister quelques mois en réalité. Alors, ces enfants nés dans ces fabriques d'enfants parfaits, vous en avez rencontré certains, c'est ce que vous allez nous raconter dans un instant sur Europe 1. Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. La fabrique des enfants parfaits, enquête sur ces Français nés dans les maternités SS, c'est un livre, Lebensborn, signé Boris Thiollet, qui est notre invité. Vous êtes journaliste, avec nous également l'historien Fabrice Virgili. Ce manoir de La Morlaix, donc... vous avez rencontré des survivants, des enfants qui sont nés, il y en a quelques-uns qui sont nés, à peine 25, qui sont nés dans entre 20 et 25. Dans cette maternité. Est-ce qu'ils savaient d'ailleurs, lorsque vous les avez rencontrés, certains d'entre eux, est-ce qu'ils savaient tous d'où ils venaient ? Non, pas forcément. Ouais. Pas forcément. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un aspect troublant, en fait, moi, de la recherche que j'ai faite, puisqu'en réalité, j'ai identifié les noms de ces gens en allant compulser des archives en Allemagne. À partir de ces noms, j'ai essayé de retrouver les gens physiquement, de savoir s'ils étaient vivants, certains étaient décédés, si j'arrivais à retrouver leur adresse, les contacter. Certains ne voulaient pas, pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que c'est une histoire assez tragique. Et je me suis rendu compte, effectivement, que dans certains cas, lorsque j'appelais des personnes, avec un minimum de tact, parce qu'on n'appelle pas quelqu'un en lui demandant « Est-ce qu'il est vrai que vous êtes né dans une maternité SS ?» Voilà. Donc j'y allais un peu mollo, si je puis dire, et il m'arrivait de me rendre compte que mon interlocuteur ne voyait absolument pas de quoi je parlais. En gros, ils ne savaient pas eux-mêmes où ils étaient nés, dans quelles circonstances, alors que moi, je le savais. Donc c'est évidemment une situation assez troublante, évidemment. Fabrice Virgili, ça illustre cette histoire, à l'extrême d'ailleurs, que la guerre, et en particulier celle-ci, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas seulement une histoire de bataille, c'est aussi des histoires de civils, de gens qui n'avaient rien demandé à personne et qui se sont retrouvés d'une certaine façon aux premières loges de ce conflit. Là, on a un cas, c'est un cas extrême ? D'implication des civils, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de considérer que les guerres sont aussi, particulièrement quand il y a une occupation, des moments de cohabitation forcée. Et quand on cohabite de manière contrainte, eh bien parfois il y a des choses qui ne sont pas prévues qui se déroulent. Et donc la guerre, c'est bien sûr des morts, des blessés, des destructions, mais ce sont aussi des naissances. Et c'est une sorte de paradoxe, parce que c'est vrai qu'on n'associe pas les naissances à la guerre, mais pour la Seconde Guerre mondiale, partout en Europe, il y a des naissances parce qu'on a un tel brassage de population entre les soldats allemands qui occupent l'Europe entière et la France, ou des travailleurs qui viennent d'Europe entière en Allemagne, qu'on a des centaines de milliers de naissances en dehors du Lebensborn. Bien sûr, ça c'est ce que vous racontez dans un bouquin qui est sorti il y a un petit moment déjà, Naître ennemi chez Payot. Combien d'enfants au total de couples franco-allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ? On arrive, rien qu'en France. On est sur plusieurs dizaines de milliers, peut-être estimer le nombre, mais c'est toujours difficile de compter 70 ans après à 100 000. Ce qui veut dire que massivement, des rencontres ont lieu entre des soldats allemands qui sont présents sur le sol français et nombreux,
Alors que 2 millions de Français ne sont pas là, n'oublions pas, des hommes de 20 à 40 ans qui sont prisonniers de guerre, qui sont en Allemagne, qui sont travailleurs, puis déportés. Donc ces rencontres se font, quoi. Et ces rencontres se font, et elles n'étaient pas prévues. Non seulement elles n'étaient pas prévues, mais les autorités allemandes, justement parce qu'elles considéraient les Français comme abattardis, ne voulaient pas qu'il y ait de relations, uniquement dans le cadre de la prostitution contrôlée. Et en fait, ça éclate dès le début, et 9 mois après juin 40, donc avril 41, les premières naissances ont lieu, en dehors de toute prévision. Ce sont évidemment des épisodes de la Seconde Guerre mondiale qui sont soit très peu connus du grand public, soit tabous, il faut bien le dire. On est dans quelque chose qui, 60 ans après, même un peu plus, a du mal encore à ressurgir. C'est dire évidemment le traumatisme. Je rappelle ces 2 bouquins. Vous qui nous écoutez, ça va vous intéresser parce que ce sont des documents vraiment exceptionnels. D'abord, Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits, enquête sur ces Français nés dans les maternités SS, c'est chez Flammarion Enquête. Boris Thiollet, merci à vous d'être venu. Merci. Fabrice Virgili, Naître ennemi, c'est chez Payot, les enfants de couple franco-allemand nés pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci infiniment à tous les deux.